Je vous invite à lever la main. Parfait, on en a une là et une là. Il y a un micro qui va vous parvenir. Peut-être qu'il faut l'ouvrir. Vous avez normalement un petit cliquet sur un côté. Attendez. On va y arriver, sinon je vous prête le mien. Hop. Effectivement, il n'y a pas de petit cliquet. Il est là. Hop, il était caché. J'ai pas l'impression que ça fonctionne. Bon bah écoutez, attendez. Je vais crier. Ça marche. Je le répète après pour l'enregistrement. Ça marche mieux? Ok, trop cool. Vous entendez madame, tout le monde? C'est bon? Ok, Parfait. Je m'appelle Léna, je travaille sur le projet anniversaire des limites de la croissance du Club de Rome. Alors déjà, juste un petit commentaire, le véhicule électrique n'existe pas pour sauver l'humanité, il existe pour sauver l'industrie automobile. La deuxième chose, c'est une question pour vous, Monsieur Guérin, vous avez parlé d'économie circulaire, d'économie générative, de déchets... Le micro plus près. De déchets, de côté carbone, mais vous avez aussi dit que c'était un problème systémique. Et moi, je voudrais revenir sur cette question de lucrativité. On est dans un système inégalitaire qui non seulement crée des inégalités, mais les maintient d'une génération à l'autre. Sur une échelle générationnelle, pas possible. Ça impacte la santé physique des gens, ça impacte la santé mentale, les gens sont malheureux, ils n'ont pas de temps en dehors du boulot, comme on a dit. Et donc, Timothée nous a donné aussi des arguments en termes de redistribution des ressources à l'échelle des communautés, de réduction des temps de travail, à l'échelle nationale, régionale, internationale, et autour de facteurs en général plus humains. Donc comment est-ce que vous allez approcher ces facteurs-là? Comment est-ce que vous voyez le rôle de votre boîte et des autres entreprises aussi en termes de démocratisation des ressources, mais comment est-ce qu'on va au-delà de ces facteurs juste économiques et qu'on en fait un vrai projet de société qui va vers le bien-être humain des sociétés un peu plus larges? Christopher Guérin, une question pas facile. Non, pourquoi elle n'est pas importante. facile? Parce qu'elle est importante et elle est surtout très très vaste. Bon, déjà de s'assurer que ce que vous faites au quotidien avec vos équipes, nous on est une société industrielle, donc on a 60% de notre population qui est avant tout sur des process industriels. Donc c'est sûr que quand on parle de télétravail tous les jours en France, pour eux c'est un mythe, hein, parce qu'il faut bien avoir des équipes qui fassent tourner les outils de production. Le principal pour nous, on crée des grandes journées famille et planète avec eux pour s'assurer que ce qu'on fait est pour le bien commun. Nous, on travaille pour s'assurer que l'électricité arrive dans tous les foyers. Aujourd'hui, j'étais en Côte d'Ivoire il n'y a pas longtemps, on s'aperçoit qu'il y a des pays comme la Côte d'Ivoire qui sont qu'à 70% électrifiés. C'est-à-dire qu'il y a 30% de la population qui n'a pas accès à l'électricité. Donc, on tend toujours à travailler autant qu'on peut pour le bien commun. Ça reste encore un sujet très compliqué. Tout ce qu'on veut, c'est tout ce qui est énergie pétrolière, tout ce qui est énergie qui est très carbonée, on s'en passe. Mais on n'a pas vendu, contrairement à nos sociétés, on n'a pas vendu notre problème à d'autres sociétés. On l'a remplacé. On a réduit notre production, on a changé notre outil de production et surtout, socialement, là, on travaille avec beaucoup de sociologues. J'en parlais à Léa, on a 10 sociologues qui tournent dans notre entreprise en France pour repenser notre modèle d'entreprise pour qu'il soit encore moins clivant et qu'il règle les problématiques d'inégalité sociale. Moi, je ne pense pas avoir la recette. Hein. Je vous le dis, je n'ai pas la recette. Par contre, on se pose la question. On travaille avec des sociologues et on travaille avec des gens comme vous qui arrivent avec des approches qui peuvent paraître pour un dirigeant un peu clivantes au départ, mais au contraire, on essaye de faire un pont entre ce que dit Timothée et la réalité économique d'une entreprise. Sinon, il n'y a que les coopératives qui iront dans le bon sens. Et les coopératives, c'est 10% de l'économie mondiale. Ce qu'on veut, c'est changer 90% de l'économie mondiale. Le plus gros travail, il n'est pas trop en interne, il est plutôt côté actionnarial, de changer le regard des investisseurs. Comme on a choisi nos clients, maintenant on choisit nos investisseurs. Il y a des investisseurs qui prennent des discours qui sont soi-disant verts, qui sont un gros greenwasher, et on va plutôt sur des investisseurs qui sont plus dans le green acting, c'est-à-dire ils pensent ce qu'ils disent. Mais c'est encore 30% de ce qu'il existe actuellement sur le marché boursier. On avait une question de ce côté-là. Bonjour, vous m'entendez? Bonjour, on vous entend. Bonjour, Alice Pradel. Moi, j'étudie l'environnement. Mon père est économiste, donc j'adore cette conversation parce que c'est comme les conversations qu'on avait au dîner souvent. Et j'ai l'impression que le centre de ma question, c'est... hier, Timothée, vous avez fini votre présentation en disant que le capitalisme, c'est nécessairement un peu l'accumulation de capital.
Et c'est un peu théorique ma question, parce que dans un monde idéal où il y a une bonne distribution des richesses et une valorisation du capital naturel qu'on a, est-ce que le capitalisme, c'est pas quand même la manière la plus efficace de distribuer, enfin de faire les choix de société, parce que c'est décentralisé et c'est chacun son choix au quotidien dans ce monde idéal où il y a une distribution des richesses, une valorisation du capital. Oui, moi j'adore les questions d'économie théorique, donc là je jubile. J'aimerais avoir la toute-puissance de ma voix. Alors, il faut comprendre, le capitalisme, c'est un système très précis. Hein. En gros, quand on parle de capitalisme, c'est vrai que c'est un système avec la prédominance de la propriété privée des moyens de production. Donc ça, c'est l'une des caractéristiques. Une culture donc de la profitabilité, ça c'est une autre caractéristique. La prédominance aussi de l'échange marchand comme mode d'allocation, d'accord. Et donc là on voit que ce système, déjà, il n'est pas forcément décentralisé. Enfin, le capitalisme aujourd'hui n'est pas décentralisé. C'est-à-dire que si vous regardez les investisseurs en France, et si vous regardez la possession d'actions d'entreprise, c'est extrêmement centralisé. C'est-à-dire que vous avez une très petite minorité possédante qui prend l'intégralité de toutes les décisions de production pour toute la population française. Donc le capitalisme n'est pas décentralisé. Ça ne veut pas dire forcément qu'il faut aller à un autre système, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir, si c'était un capitalisme, on va dire, avec des moyens de production plus décentralisés. Donc on garde la propriété privée des moyens de production, mais on la décentralise, pourquoi pas. Moi, ce qui m'embête un petit peu plus, c'est que si on enlève chacune des molécules, donc on se dit, bon, la profitabilité, pas ouf en période de transition, donc ça on l'enlève. La propriété privée, si vous avez un comité multipartie prenante avec ONG, municipalités, représentants des usagers, avec justement des barrières légales pour l'appropriation des profits, c'est une propriété qui est plutôt en forme de commun, donc là on perd la deuxième molécule. Pareil, si on se dit qu'on va démarchandiser une partie des secteurs importants, la santé, l'éducation, certaines choses, se dire ça, on ne va pas l'allouer en fonction de l'échange marchand, mais avec des modes d'allocation alternatifs, la réciprocité, le don, la répartition politique. Et là, on perd la troisième grande molécule, atome de la molécule capitaliste. Oh là. Et donc là, en fait, on se retrouve avec un système qui ne serait plus capitaliste. Moi aussi, je déteste le terme de capital naturel. Enfin, je veux dire, le terme de capital naturel qu'utilisent les économistes de l'environnement vraiment nous montre une relation problématique avec la nature, en mode buffet à volonté, des ressources qui attendent joyeusement qu'on les utilise, qui ne servent à rien, avant qu'on arrive à les transformer en quelque chose d'autre qu'elles-mêmes. Est-ce que les abeilles sont du capital naturel? Non. Les abeilles pollinisent, ce sont des travailleuses absolument essentielles dans le secteur de l'agriculture, et on devrait considérer la valeur qu'elles ont du point de vue biophysique, du point de vue écologique, et pas en euros. Ces espèces d'estimations en euros, en fait, elles invitent une logique de comparabilité, et donc une logique de substitution, alors que certaines choses ne peuvent pas être substituées. Donc moi, dans mes travaux, quand j'ai modifié, en fait, j'ai enlevé toutes les institutions que je trouvais problématiques aujourd'hui, qui faisaient obstacle à la transition, je me suis retrouvé avec une économie tellement chelou qu'en fait, on ne peut plus l'appeler capitalisme, même peu importe le nombre d'adverbes que vous mettez devant, ça serait un petit peu du false advertising, quoi. C'est beaucoup plus proche d'un écosocialisme que du capitalisme, en gros. J'ai plein d'autres questions sur ces questions-là, mais je pense qu'on doit en avoir. Allez-y. Oui, du coup, j'ai l'impression que un frein majeur au fait de parler de décroissance serait un peu du coup le frein, disons, cognitif. Et imaginons que demain, vos investisseurs soient OK avec la décroissance. Est-ce que vous seriez, dans ce cas-là, favorable à la décroissance, et quels seraient finalement les autres freins dans votre société pour pouvoir y passer finalement? Non, mais en fait, ce qu'il faut, c'est que faut converger les trois ensemble. Il faut que chacun y retrouve ses attentes. Bon, déjà, trouver des actionnaires qui sont dans une logique
sociales, environnementales et économiques. Il y en a, ils commencent à se proliférer. Parce que sinon, si vous êtes face à des... attention, il ne faut pas... c'est des Américains, mais je ne vais pas citer de société, mais si vous êtes face à un actionnaire qui pense que profit, mon message ne peut pas passer. Et tout ce qu'il fera, c'est vendre les actions. Donc, trouver les bons investisseurs, et il y en a. Après, surtout, s'assurer que les trois marchent ensemble. Parce que si vous mettez un élément plus en avant que l'autre, avant, pendant 20 ans, ça a été le profit. Si maintenant, je dis c'est l'environnement d'abord au détriment du profit, ça ne marchera pas. Il faut que les trois convergent. Ce qui est intéressant, tu n'en as pas parlé, mais nous, notre modèle, il est né en Suède. Comme tu parlais de la Suède tout à l'heure. On a regardé statistiquement sur 10 ans les évolutions de nos unités de production. Et on s'est aperçu qu'on a une unité en Suède et en Norvège, les deux d'ailleurs, étaient très vertueuses d'un point de vue économique. Elles allaient dans le bon sens, sans obligatoirement de la croissance. D'ailleurs, elles pensaient innovation en éco-design, elles pensaient déjà en économie circulaire. Quand on regardait leurs indicateurs environnementaux, elles cochaient toutes les cases. Elles faisaient partie des usines les moins polluantes de tout le groupe, avec un recyclage des déchets à 100%. Et quand on regardait les indicateurs sociaux, on a vu que le taux de féminisation des instances dirigeantes de notre modèle suédois était de 10 points supérieur au reste du groupe, le taux d'absentéisme était le plus bas et les inégalités salariales étaient les plus faibles. Et tiens, ça c'est intéressant. On a regardé ça sur à peu près 70 usines. On a été voir par contre les unités les moins performantes économiquement. On les appelle les value burners. Et on s'est dit, elles ne sont pas performantes d'un point de vue économique. Et on va regarder leur performance environnementale. Peut-être qu'il y a une bonne nouvelle. Non, une très mauvaise nouvelle. Non seulement elles brûlent du cash, mais en plus elles sont pollueuses. Elles polluent la planète. Tous les indicateurs sont au rouge. Et quand vous regardez le social, taux d'absentéisme au plafond, les instances dirigeantes sont essentiellement masculines, des problèmes de sécurité partout. Il n'y a rien qui allait dans le bon sens. Et en fait, on s'est dit, c'est pas de la macroéconomie, c'est pas de l'investissement, c'est que c'est du bon management. On a du bon management d'un côté, on a du mauvais management de l'autre. Donc on s'est dit, écoutez, maintenant, vous n'avez pas d'excuses, on va rewarder nos bons managers sur cette logique E3, économie, engagement et environnement, et vous devez aller dans ce sens-là. Mais c'est juste, ça manque de formation. On a besoin de désapprendre 20 ans de messages clivants qui vous dit abondance, 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 le volume c'est plus de profit, vous avez besoin de volume pour couvrir vos frais fixes. On nous a dit ça pendant des années. Quand vous leur apportez un modèle qui dit écoutez, moi je suis capable de tripler vos profits sans aucune croissance, éventuellement avec une décroissance de 5 à 10%, parce qu'on va réduire votre complexité, on va virer plein de clients, on va virer plein de produits et on va faire mieux avec moins, soudainement, comme disent les Américains qui nous ont dit récemment, on dit « you crack the code ». Mais il y a potentiellement quelque chose d'un point de vue microéconomique qui est intéressant à explorer. On ne pense pas qu'on a la recette, on pense juste qu'on a trouvé une des voies. Merci. On a le temps de prendre encore 3 ou 4 questions au moins, je pense. Monsieur ? Bonjour. Quelqu'un a déjà un micro. Vous l'avez, super. Bonjour. Ma question s'adresse à Timothée. Désolé si vous prenez un torticolis. Merci pour déjà ces échanges. Donc Timothée, tu parlais tout à l'heure effectivement de lucrativité et vous parliez d'indicateurs. Moi j'ai 2 questions on va dire. Ma première ce serait quel serait ton indicateur pour mesurer cette limite de lucrativité sur le plan personnel, c'est-à-dire est-ce que c'est une résidence, une résidence principale, comment on mesure cette lucrativité? Et ma deuxième question, c'est si on prend le biomimétisme, justement, on regarde ce qui se passe dans la nature, il y a toujours un peu la loi du plus fort, c'est-à-dire qu'il y a à la fois de la coopération, mais aussi de la compétition. Donc j'aimerais avoir ton avis sur cette question-là. Donc indicateur, premièrement, de lucrativité, et ton avis sur un peu la loi du plus fort qu'on retrouve parfois dans la nature. Mais la question de la lucrativité, pour moi, c'est plus une question de démocratisation des prises de décision. C'est-à-dire que vous faites une activité économique, vous mobilisez des facteurs de production, vous produisez quelque chose, trop bien. Vous vous retrouvez avec un surplus. Chouette. La question, c'est on en fait quoi de ce surplus? Biophysiquement, les surplus, ça n'existe pas. C'est ça aussi la réalité de l'économie écologique. Donc, on ne peut pas
continuer à faire du surplus, ensuite prendre ce surplus, l'investir pour faire un re-surplus, et du surplus, et des enfants de surplus, et des petits-enfants de surplus. Tout ça, au bout d'un moment, ça va créer des déséquilibres. Des déséquilibres sociaux, parce que ce sont que l'on fait beaucoup de surplus qui vont avoir la capacité de capter encore plus de surplus. Des équilibres écologiques, parce que la nature ne permet pas des surplus exponentiels. Donc, la limite, elle doit être fixée démocratiquement, et c'est pour ça que c'est des questions mais ultra chiantes au sein d'une coopérative. C'est voilà, cette année, c'est bien organisé, on a fait un profit. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on peut pas... Et là, on se dit, tiens, peut-être qu'on va se permettre de baisser le prix d'un autre produit, comme ça sera plus accessible. Peut-être on va se permettre de passer à cette nouvelle technologie, qui est beaucoup plus verte. Peut-être on va se permettre de faire ci, de faire ça. Peut-être, vous savez quoi, on va se permettre de bosser moins. Trop cool. Pour pouvoir continuer à faire la même production, on va bosser moins. C'est des décisions démocratiques, ça dépend des cas. Si vous êtes dans le business des vélos aujourd'hui, ça va être difficile, vous n'allez pas dire, oui, on va bosser moins. Non, ça va sûrement être une extension, on va réinvestir pour pouvoir avoir plus de lignes de production. Dans d'autres secteurs, ça va être différent. Et sur cette question de la coopération et de la compétition, là encore, voir la complexité d'une économie, une petite économie, quelle l'économie française aujourd'hui, de voir que dans cette économie aujourd'hui réellement existante, nous avons la pluralité des possibles. C'est-à-dire que vous pouvez passer, vous allez dans une entreprise cotée, dans des marchés financiers, ensuite vous allez visiter une petite société coopérative d'intérêt collectif qui fonctionne avec une monnaie locale encastrée dans un territoire. On n'est pas dans le même monde. C'est l'opposite de Black Mirror. Là, c'est de la science-fiction. Donc aujourd'hui, moi, j'ai vraiment cette vision existentialiste des institutions sociales, de se dire aujourd'hui, on a besoin de se doter de récits pour se donner la puissance de modifier ces choses-là en comprenant bien que tout est possible. Et donc, l'histoire de la compétition versus coopération, là, je pense que pour l'instant, le pari qu'on a fait, c'était le pari capitaliste, c'est de se dire, les problèmes qu'on a, on va essayer de leur trouver des solutions de marché, des innovations lucratives. Et on va mettre les entreprises en compétition, parce qu'elles se font très bien pour la lucrativité, pour sélectionner nos champions, nos petites licornes, comme on dit dans Harry Potter. Aujourd'hui, on se rend compte que cette compétition, elle n'a pas ultra bien marché, parce qu'ils ont fait une compétition de dingue, mais ils ne se sont pas concentrés sur la mission. Donc ils ont un petit peu perdu le fil du truc. Alors qu'aujourd'hui, la résolution des problématiques écologiques, si vraiment on les prend une à une, ça demande beaucoup plus de coopération. Parce que ça demande un changement systémique, donc une coopération synergétique entre plein d'acteurs. Des acteurs qui ont des natures différentes. Donc moi, c'est des acteurs, ça peut être un usager, un consommateur, un client, une personne de la municipalité, une ONG, des personnes en fait qui vont pas se faire compétition parce que c'est ultra divergent, mais qui se retrouvent connectés sur un truc ultra concret, l'eau du territoire et le fait qu'on en utilise trop. Donc là, moi, en tant qu'économiste, en tout cas, je pense qu'on ne pourra pas faire sans la coopération, et je pense qu'on a un petit peu grillé la carte de la compétition, en tout cas d'un type de compétition, la compétition pour les profits sur des marchés capitalistes. Ouais, je suis entièrement d'accord, c'est la logique d'écosystème. Il y avait une phrase de Pierre Rabhi sur la notion de la loi du plus fort et du surplus qui était intéressante, qui disait, vous savez, quand un lion a faim le matin, il va chasser l'antilope. Mais contrairement à nous, il ne va pas faire un stockage de 10 antilopes pour la semaine. Il va se lever tous les matins pour aller chasser son antilope. Et c'est un petit peu cette notion de surplus qui est en effet, un vrai problème pour notre société à l'heure actuelle. Timothy, je trouve votre analyse des industries très établie, très large et polluante, intéressante. Depuis 10 ans, je suis Impact Investor et gère une société qui investit dans des sociétés qui n'ont pas des externalités négatives, mais créent des externalités positives et résolvent des problèmes sociétaux dans la santé, dans l'emploi, dans l'éducation, dans le climat. Personne n'a envie d'investir dans ces sociétés, n'avait envie d'investir dans ces sociétés il y a 10 ans. Aujourd'hui, elles ont cru, elles ont généré des returns financiers et heureusement, les investisseurs qui ne sont pas, comme vous dites, juste l'un ou l'autre, qui est un amalgame de contrôle, mais qui sont répartis à travers la planète entière,
eux ont pris le risque, aux côtés d'entrepreneurs qui, eux, ont pris un risque gigantesque. Aucun de leurs employés aurait voulu se joindre à eux pour être actionnaires parce qu'ils n'avaient pas du tout envie de travailler sans être rémunérés. Et sans ces entrepreneurs, sans ces marchés des capitaux, l'innovation ne serait pas apparue. Les nouveaux modèles n'auraient pas émergé. Alors, je ne comprends pas très bien comment vous allez créer un système dans lequel des coopérants viendraient prendre un risque qu'ils ne veulent pas prendre. Comment est-ce que vous allez libérer les forces de la créativité, de la science et de l'entrepreneuriat dans un modèle qui est un modèle bien pensé pour des industries matures et qui est une vue extérieure au monde de l'entreprise et du capitalisme? Si ça vous va, on prend juste une dernière question pour ne pas mettre trop en retard la table ronde suivante et je vous ferai répondre aux deux en même temps. C'est vous qui avez le dernier micro? Oui. Alors, bonjour à tous. Je suis étudiant en développement durable et je tiens particulièrement à la notion de profitabilité. Ma question donc s'adressera à M. Guérin. Vous avez évoqué une croissance de votre profitabilité assez significative et sans croissance de volume. Est-ce que cela ne pose pas de problème auprès de vos clients, c'est-à-dire une sorte de doute de la qualité de vos produits ou de vos services, ou une porte ouverte vers une marge de négociation? Merci. Je te laisse la première question difficile. C'est la tienne, celle-là. Bon, je peux t'aider si tu veux. Mais... Déjà, il faut être humble. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut admettre ce qu'on a essayé jusqu'à aujourd'hui n'a pas marché. C'est simple. Il y a des bons exemples, mais macroéconomiquement, macro-socialement, macro-politiquement, nous n'allons pas dans la bonne direction. Donc là, à un moment donné, il faut se dire, quand même, il va falloir changer les recettes. Ensuite, moi, il y a quelque chose qui m'a choqué, c'est la notion de risque. C'est d'entendre les investisseurs prennent un risque. Moi, je travaille sur le changement climatique, la désertification des sols, l'effondrement des espèces, et au final, la disparition de l'habitabilité sur Terre. Donc quand on me parle de risque, j'entends ça. Le véritable risque, c'est lui. Et aussi, innovation. Là aussi, on me parle de l'innovation, elle ne naît pas juste des investisseurs qui décident de donner de l'argent à des gens pour faire des trucs. On a énormément d'innovations sociales, de choses qui se font par des personnes qui ne sont pas intéressées par le profit. Enfin, donc là, on pourrait nommer énormément d'exemples aussi. Donc, moi, là, mon point en tant que macroéconomiste, qui est un point facile, c'est de dire qu'il va falloir repenser, en fait, la canalisation de tous ces approvisionnements financiers pour sortir de ce que vous avez complètement raison, et une sorte de blocage aujourd'hui, où il y a des entreprises qui arrivent à jouer le jeu, qui font des chevals de Troie et qui arrivent à parvenir à leurs moyens en faisant le caméléon du capitalisme pour faire 2-3 trucs. Moi, je pense que ça, c'est un peu limité. C'est-à-dire que ça peut marcher pour certaines d'entre elles, mais on ne va pas changer l'entièreté d'une économie. Et donc, aujourd'hui, cette discussion, c'est de se dire comment est-ce qu'on arrive à imaginer, justement, par exemple, quelque chose de très simple. Mais est-ce que ça ne serait pas normal de tous pouvoir décider, en proportion, bien sûr, de notre engagement avec différentes entreprises, de ce qui est produit dans les entreprises? C'est simple, là encore, hein, les recettes existent. Vous mettez une taxe sur le capital, des propositions comme Thomas Piketty en avait proposé, ça démocratise l'accès aux richesses. Une partie de cette démocratisation, ça peut être la propriété, donc de l'argent que vous investissez aux entreprises, et de la même manière qu'on vote pour l'Eurovision, et ça nous permet, dans chaque territoire, d'avoir une voix qui va être différenciée, mais quand même de pouvoir participer à la transformation de ces entreprises. Je pense que si on faisait ça, on se retrouverait souvent, comme dans le cas de Total hier, avec une minorité qui prend des risques, mais un risque facile. Vous êtes extrêmement riche, vous placez quelques millions, au pire vous les perdez. Franchement, il n'y a pas mort d'homme. Si on investit aujourd'hui dans le mauvais système macroéconomique, on perd déjà une grande partie des populations vulnérables dans les pays du Sud. Oups. Et ensuite, l'habitabilité de la seule planète qu'on a. Donc là, en termes de risque, c'est pour ça, moi je me dis, je préfère mettre sur le carreau certains investisseurs qui vont peut-être
rouspéter un petit peu, parce que oui, s'il y a de la destruction financière, certains vont perdre. Il n'y aura pas de win-win-win. Il faut qu'on termine rapidement pour essayer de pas trop mettre en retard la table ronde suivante. Christopher Guérin, sur la en 30 secondes. dernière question, oui, c'est très simple. Hein. Le moins de clients, c'est plus de qualité. Le moins de produits, c'est plus de qualité. Aujourd'hui, sur l'ensemble de notre profitabilité, on a redistribué 70 millions d'euros de notre profitabilité en augmentation salariale. Il y a 30 millions qui sont partis dans les dividendes pour les actionnaires, parce que s'il n'y a pas d'actionnaires, il n'y a pas d'investissement. Et tout le reste des profits sont partis en investissement, mais uniquement des investissements qui vont dans la logique environnementale. Par exemple, on a un énorme investissement qui va arriver en France, qui est uniquement pour le recyclage du cuivre. C'est comme j'ai fait passer le message au gouvernement il n'y a pas longtemps. Et le problème, c'est bien d'avoir des ambitions vertes, mais c'est encore plus de croissance. Et si vous ne le faites pas dans une logique d'économie régénérative, on ne va pas régler le problème, même si on a l'impression d'aller dans le bon sens. Parfaitement concis. Merci beaucoup à tous les deux. Merci pour vos questions et pour votre écoute.